Explorant l'influence remarquable d'un individu sur le vaste paysage de l'Afrique, cette vidéo fait la lumière sur le personnage énigmatique à l'origine d'importantes possessions sur le continent. En dévoilant l'acteur principal de cette intrigue, nous découvrons que l'homme au centre de tout cela n'est autre que Jacob Rothschild, une personnalité éminente dont l'influence s'étend à divers secteurs en Afrique. Découvrez l'histoire de cet homme d'affaires juif qui exerce une influence considérable sur divers aspects du paysage africain. Jacob Rothschild. Les hommes et les femmes les plus riches du monde sont surtout connus pour les entreprises qu'ils possèdent. En d'autres termes, leurs noms sont facilement associés à des produits et services que des millions de personnes achètent dans le monde entier. Pour Jeff Bezos, c'est Amazon. Pour Elon Musk, c'est Tesla. Mais qu'en est-il de Jacob Rothschild? Et comment possède-t-il exactement tout ce qui se trouve en Afrique? Le nom de Jacob Rothschild, 4e baron Rothschild, est synonyme de pouvoir, d'influence et de réussite dans le monde des affaires et de la finance. Issu d'une famille prestigieuse du Berkshire, en Angleterre, Jacob Rothschild s'est taillé une brillante carrière qui s'étend sur plusieurs décennies. Depuis ses débuts dans la célèbre banque familiale N.M. Rothschild & Sons, jusqu'à la création du Rothschild Investment Trust et du G. Rothschild Assurance Group, Jacob a toujours fait preuve d'un sens des affaires et d'un esprit d'entreprise exceptionnel. Actuellement président de RIT Capital Partners, l'un des plus grands fonds d'investissement de la Bourse de Londres, Jacob Rothschild continue de façonner le paysage financier grâce à sa vision stratégique et à son leadership. Dans le pittoresque comté de Berkshire, en Angleterre, le jeune Jacob Rothschild entame un voyage qui façonnera son destin. Issu d'une famille privilégiée et influente, le chemin de Jacob a été pavé d'opportunités dès le départ. Son éducation a joué un rôle essentiel dans son développement, et c'est au prestigieux collège d'Eton que les prouesses intellectuelles de Jacob ont commencé à briller. Mais c'est à Christ Church, à Oxford, qu'il a vraiment excellé, en particulier dans le domaine de l'histoire. Il est loin de se douter que ses connaissances deviendront la pierre angulaire de sa réussite future. Après avoir terminé ses études, Jacob Rothschild entre dans le monde de la finance en rejoignant l'estimée banque familiale, N.M. Rothschild & Sons. Il ne s'agit pas d'une banque ordinaire, mais d'une centrale de richesse et d'influence, et Jacob est bien décidé à y laisser sa marque. Doté d'une intelligence vive et d'un sens inné des affaires, Jacob gravit rapidement les échelons, gagnant le respect et l'admiration de ses collègues. Son dévouement et son engagement pour l'excellence étaient évidents dans chaque transaction qu'il traitait. La capacité de Jacob à naviguer dans des environnements financiers complexes et à prendre des décisions d'investissement astucieuses l'a distingué de ses pairs. Mais comme dans toute grande histoire de réussite, des difficultés sont apparues. En 1980, un conflit familial conduit Jacob à démissionner de N.M. Rothschild & Sons. C'est une période difficile pour lui, mais il refuse de laisser l'adversité définir son avenir. Au contraire, il canalise son esprit d'entreprise et fonde Rothschild Investment Trust et G. Rothschild Assurance Group, déterminé à tracer sa propre voie dans le monde des affaires. Après s'être séparé de N.M. Rothschild & Sons, Jacob Rothschild entame un nouveau chapitre de sa carrière, marqué par une série d'initiatives qui consolideront sa réputation en tant que force redoutable dans le monde de la finance. L'une de ces initiatives est l'offre audacieuse de Jacob Rothschild sur British American Tobacco, qui a provoqué une onde de choc dans le monde des affaires. Bien que l'offre n'ait finalement pas abouti, elle a mis en évidence la détermination inébranlable de Jacob et sa volonté de prendre des risques calculés. Aujourd'hui, Jacob Rothschild occupe des postes influents dans plusieurs organisations de premier plan. En tant que président de RIT Capital Partners, l'un des plus grands fonds d'investissement de la Bourse de Londres, il supervise un vaste portefeuille d'investissement et guide l'orientation stratégique de la société. Sous sa direction, RIT Capital Partners a prospéré, attirant des investisseurs du monde entier. Outre son rôle au sein de RIT Capital Partners, Jacob préside également G. Rothschild Capital Management, une société de capital risque qui se concentre sur l'identification et le développement de start-up prometteuses. Son expertise et SS Conseil ont contribué au succès de nombreuses entreprises. L'influence de Jacob Rothschild s'étend au-delà du domaine de la finance traditionnelle. Il a diversifié ses intérêts et ses investissements, notamment dans le secteur de l'immobilier. Son sens aigu des opportunités et sa capacité à identifier les tendances émergentes lui ont permis de constituer un portefeuille diversifié et solide. L'impact de Jacob Rothschild va bien au-delà du monde des affaires et de la finance. Il a consacré une grande partie de sa vie à la philanthropie et à la préservation du patrimoine culturel. En tant que président du conseil d'administration de la National Gallery et du National Heritage Memorial Fund, Jacob a joué un rôle essentiel dans la sauvegarde et la promotion de l'art et des trésors culturels. Son engagement en faveur de la préservation du patrimoine national est inébranlable et il a supervisé la distribution de subventions destinées à soutenir la conservation et la restauration de sites et de monuments historiques. L'engagement de Jacob dans les organisations culturelles et artistiques est considérable.
Il a été un fervent défenseur du musée de l'Ermitage, l'un des musées d'art les plus renommés au monde, dont il a contribué à la croissance et au développement. En outre, il a participé activement à la remise du prix Pritzker d'architecture, une récompense très prisée qui reconnaît l'excellence dans ces domaines. Mais les efforts philanthropiques de Jacob dépassent les frontières de son pays d'origine. Il s'est profondément impliqué dans des projets philanthropiques en Israël, en tant que président de Yad Hanadiv, la fondation familiale qui a généreusement fait don à la nation des bâtiments de la Knesset et de la Cour suprême. Ses contributions ont laissé une marque indélébile sur le paysage israélien. En outre, Jacob Rothschild est le président de la fondation Rothschild Hanadiv Europe, une organisation qui soutient diverses causes et initiatives juives. Son attachement à son héritage et sa volonté de rendre l'appareil sont évidents dans sa participation active à des organisations juives. Mais à y regarder de près, l'Afrique n'a encore été mentionnée dans aucune de ses entreprises commerciales ou philanthropiques. Alors, comment peut-il posséder l'Afrique? Le secret réside dans son nom de famille, Rothschild. Parmi les conspirations qui circulent sur Internet depuis des années, il y en a une qui implique la famille Rothschild et le contrôle qu'elle exerce sur les banques centrales du monde entier. Ce n'est un secret pour personne que les Rothschild se sont lancés dans la finance et en ont tiré profit pendant des siècles. Qu'ils aient financé presque à eux seuls l'effort de guerre britannique dans les années 1800 ou qu'ils aient été les pionniers de la haute finance internationale pendant l'industrialisation de l'Europe, notamment en soutenant les systèmes ferroviaires dans le monde entier et en finançant des projets gouvernementaux complexes tels que le canal de Suez, les Rothschild ont fait fortune dans le domaine du prêt d'argent. Des allégations ont circulé selon lesquelles la famille Rothschild contrôlerait toutes les banques centrales africaines. Bien que beaucoup affirment que les banques centrales sont la propriété publique des citoyens d'un pays, il est important de se demander en quoi les Rothschild auraient intérêt à les contrôler. Les banques centrales sont responsables de la masse monétaire d'un pays. Elles peuvent également prêter cet argent. Aux États-Unis, par exemple, la Réserve fédérale, ou Fed, agit en tant que banque centrale du pays, dont on dit qu'elle est contrôlée par les Rothschild et d'autres familles puissantes. La Fed imprime de l'argent au nom du gouvernement américain. Une fois qu'elle a donné de l'argent au gouvernement, ce dernier doit le rembourser avec des intérêts. En d'autres termes, la Fed prête de l'argent au gouvernement américain qui doit le rembourser avec des intérêts. Et bien sûr, le gouvernement américain paie toujours puisqu'il utilise l'argent des contribuables, une réserve qui ne s'épuise jamais. Comment ce même système fonctionne-t-il en Afrique? Par l'intermédiaire de deux grandes banques, le FMI et la Banque mondiale. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, alors que les nations s'efforçaient de reconstruire leurs économies et d'établir la stabilité, une grande institution financière internationale a vu le jour pour relever ces défis urgents. Le 27 décembre 1945, le Fonds monétaire international, FMI, a été créé avec son siège à Washington, D.C. Cette centrale mondiale, financée par 190 pays membres, s'est rapidement imposée comme le prêteur mondial de dernier recours pour les gouvernements nationaux. L'objectif premier du FMI est de promouvoir la coopération monétaire internationale, de faciliter le commerce international et de favoriser une croissance économique durable. Il est une lueur d'espoir pour les pays dans le besoin, en fournissant des conseils politiques, des financements et une assistance technique pour stabiliser et stimuler les économies de ces pays membres. L'une des principales responsabilités du FMI est la surveillance de l'économie mondiale. À l'instar d'un gardien vigilant, le FMI suit de près les politiques économiques et financières de ses pays membres. Par cette surveillance, le FMI vise à s'assurer que les pays sont sur la bonne voie pour atteindre la stabilité macroéconomique et la réduction de la pauvreté. Mais le rôle du FMI ne s'arrête pas là. Il joue également un rôle crucial dans la gestion des difficultés de balance des paiements et des crises financières internationales. Lorsque des pays sont confrontés à des problèmes de balance des paiements, le FMI intervient pour leur apporter un soutien financier. Ce soutien est rendu possible grâce à un système unique de quote-part, dans lequel les pays membres contribuent à un fonds commun qui peut être emprunté par les pays ayant des problèmes de balance des paiements. Lorsqu'un pays sollicite l'aide financière du FMI, il conclut un accord unique assorti d'un ensemble de conditions appelées conditionnalités. Ces conditions exigent du pays emprunteur qu'il mette en œuvre des réformes politiques spécifiques visant à remédier à ces déséquilibres économiques. L'objectif de ces conditions est double: s'assurer que les fonds fournis par le FMI sont utilisés de manière appropriée et garantir que le pays emprunteur peut rembourser sa dette au FMI. Mais avant même que le FMI n'existe, il y avait déjà la Banque mondiale. La Banque mondiale est née de la conférence historique de Bretton Woods qui s'est tenue en 1944. Lors de cette conférence, les représentants de 44 pays se sont réunis pour discuter de la création d'une institution financière qui fournirait une aide indispensable aux pays en développement déchirés par la guerre. Le résultat fut la création de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, BIRD, qui devint plus tard un élément clé du groupe de la Banque mondiale.
L'objectif premier de la BIRD était d'accorder des prêts et des subventions au pays pour des projets d'investissement, en mettant particulièrement l'accent sur le développement des infrastructures. Son but était de soutenir les efforts de reconstruction et de développement des nations, afin de réduire la pauvreté et de promouvoir une croissance durable. Mais l'influence de la Banque mondiale ne s'est pas arrêtée là. Outre la BIRD, l'Association internationale de développement, AID, a été créée en 1960 pour accorder des prêts et des subventions aux pays les plus pauvres du monde. Il s'agissait là d'une étape importante pour répondre aux besoins des nations les plus vulnérables et veiller à ce qu'aucun pays ne soit laissé pour compte. Au fil des ans, la Banque mondiale a évolué et s'est adaptée à l'évolution du paysage mondial. Elle a élargi son champ d'action au-delà des projets d'infrastructure pour inclure des domaines tels que l'éducation, les soins de santé et la durabilité environnementale. La stratégie de prêt de la banque est désormais influencée par les objectifs de développement durable des Nations Unies, qui visent à relever les défis mondiaux urgents et à améliorer la vie des gens dans le monde entier. Comme vous pouvez le constater, la Banque mondiale et le FMI ont des buts et des objectifs similaires. Bien qu'elles aient été créées pour aider les pays à se remettre de la Seconde Guerre mondiale, elles ont depuis élargi leur champ d'action et ciblent principalement les pays africains, qui sont souvent considérés comme des pays en développement. Ces deux mégabanques proposent des prêts aux pays en développement et utilisent leurs intérêts presque impossibles à rembourser pour mettre la main sur les vraies richesses, les terres et les métaux précieux. Mais ce n'est pas tout. Une partie importante de leur plan consiste à exploiter les ressources naturelles d'un pays à l'aide de leurs sociétés secrètes, à les raffiner et à les revendre à ce même pays, en réalisant d'énormes bénéfices. Mais pour que ces entreprises fonctionnent de manière optimale, elles ont besoin d'une infrastructure solide qui fait généralement défaut dans les pays dits en développement. C'est pourquoi, avant même de proposer des prêts presque impossibles à rembourser, les banquiers s'assurent que la majeure partie de l'argent sera investie dans l'infrastructure. Ces négociations sont menées par ceux que l'on appelle les Economic Hitmen, qui réussissent en récompensant grassement, en soudoyant ou en menaçant de mort ceux qui sont en position de vendre leur pays. Et comme les Rothschild contrôlent fermement le FMI et la Banque mondiale, il est facile pour les banques centrales de ces pays de mettre la main sur ces fonds. Ces prêts maintiennent les nations africaines dans un cycle perpétuel d'endettement, ce qui signifie qu'elles sont indirectement redevables pour toujours aux Rothschild. Et avec Jacob Rothschild à la tête de cette puissante famille, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi il est considéré comme l'homme juif qui possède tout en Afrique. La richesse de la famille Rothschild. Alors, qui sont exactement les Rothschild et comment sont-ils parvenus à une telle richesse? À la fin du XVIIIe siècle, dans la ville animée de Francfort, en Allemagne, est apparue une famille qui allait changer le cours de l'histoire. Les Rothschild, une riche famille juive ashkénaze, ont commencé leur parcours dans le secteur bancaire par l'intermédiaire de Mayer Amschel Rothschild. Né en 1744, Mayer Amschel était un homme d'affaires avisé, très attentif aux opportunités. Il reconnaît le potentiel du secteur bancaire et entreprend de créer son propre empire financier. Mayer Amschel Rothschild a commencé modestement, en travaillant comme marchand de pièces de monnaie et marchand général. Il acquiert rapidement une réputation d'honnêteté, de fiabilité et de perspicacité financière. Ses affaires prospèrent et il étend bientôt ses activités au service bancaire. En 1769, Mayer Amschel ouvre sa première maison de banque à Francfort, jetant les bases de CE qui allait devenir l'une des dynasties bancaires les plus influentes de l'histoire. Au fur et à mesure que sa fortune et sa réputation s'accroissent, Mayer Amschel prend conscience de l'importance d'établir un solide réseau de relations. Il comprend que dans le monde de la finance, les relations et les alliances sont la clé du succès. C'est dans cet esprit que Mayer Amschel envoie ses 5 fils, Nathan, James, Salomon, Karl et Amschel, dans différentes villes d'Europe pour y établir des succursales de l'entreprise bancaire familiale. Nathan Mayer Rothschild, le fils aîné, est envoyé à Londres, le centre financier du monde. Il arrive dans la capitale britannique en 1798 et met rapidement en place ses activités bancaires. Le sens des affaires de Nathan Mayer Rothschild et sa capacité à naviguer dans le monde complexe de la finance lui valent rapidement la réputation d'être l'un des banquiers les plus influents de Londres. James Mayer de Rothschild, le deuxième fils, est envoyé à Paris, centre culturel et financier de la France. James Mayer établit la branche française des activités bancaires de la famille et devient rapidement une figure de proue du secteur bancaire français. SE's Relations et son expertise financière lui permettent de jouer un rôle important dans le financement de grands projets d'infrastructures tels que la construction de chemins de fer et d'exploitation minière. Salomon Mayer Rothschild, le troisième fils, est envoyé à Vienne, capitale de l'Empire autrichien. La maison bancaire de Salomon Mayer à Vienne devient l'une des institutions financières les plus prospères et les plus influentes d'Europe. Les liens de la famille avec la noblesse autrichienne et sa grande richesse lui ont permis de devenir un acteur clé du paysage financier européen. Karl Mayer Rothschild, le quatrième fils,
établit les activités bancaires de la famille à Naples, en Italie. Bien que la succursale de Naples soit confrontée au déclin de l'aristocratie italienne, elle joue toujours un rôle important dans les opérations financières globales de la famille. Amschel Mayer-Rothschild, le plus jeune fils, reste à Francfort pour diriger la première banque de la famille. Bien que son rôle soit principalement axé sur la succursale de Francfort, la contribution d'Amschel Mayer au succès de la famille ne doit pas être sous-estimée. L'empire bancaire des Rothschild s'est rapidement développé grâce à l'emplacement stratégique de leur succursale et à leur capacité à naviguer dans le monde complexe de la finance internationale. Leur réseau de relations et d'alliances leur a permis d'établir une présence mondiale et de devenir les financiers privilégiés des gouvernements et des grands projets d'infrastructure. Le succès des Rothschild n'est pas uniquement dû à leur expertise financière. Ils étaient également passés maîtres dans l'art de la communication et de la logistique. La famille a développé un réseau sophistiqué de courriers et de pigeons voyageurs, ce qui lui a permis de transmettre des informations rapidement et en toute sécurité entre SS succursales. Cela leur confère un avantage considérable dans le monde rapide de la finance internationale. L'expansion de l'empire bancaire des Rothschild s'accompagne d'un accroissement de leur influence. Ils deviennent des conseillers de confiance pour les gouvernements et jouent un rôle crucial dans le financement de grands projets, tels que la construction de réseaux ferroviaires et le développement de l'industrie vinicole. Leur lien avec l'aristocratie et leur capacité à naviguer dans les méandres de la politique internationale renforcent encore leur position d'acteurs de premier plan dans le monde de la haute finance. Les guerres napoléoniennes, une série de conflits qui ont embrasé l'Europe de 1803 à 1815, ont représenté à la fois des défis et des opportunités pour la famille Rothschild. Alors que les grandes puissances de l'époque luttent pour leur suprématie, les Rothschild jouent un rôle central dans le financement des nations belligérantes, tirant parti de leur vaste réseau et de leur expertise financière pour naviguer dans les eaux turbulentes de la guerre. Nathan Mayer Rothschild, basé à Londres, s'est imposé comme une figure clé de l'implication de la famille dans les guerres napoléoniennes. Grâce à sa connaissance approfondie des marchés financiers et à son réseau de contacts, Nathan Mayer se positionne comme un conseiller et un financier de confiance pour le gouvernement britannique. Conscient de l'importance d'informations précises et opportunes dans le monde de la haute finance, il met au point un système de communication qui lui confère un avantage considérable. Grâce à un réseau de courriers et de pigeons voyageurs, Nathan Mayer a mis en place un moyen rapide et sûr de transmettre des informations entre sa succursale de Londres et le continent européen. Cela lui permet d'avoir une longueur d'avance sur ses concurrents et de prendre des décisions d'investissement en connaissance de cause. Par exemple, lorsque la nouvelle de la défaite de Napoléon à la bataille de Waterloo est parvenue à Londres, Nathan Mayer a été l'un des premiers à la recevoir. Conscient de l'importance de la nouvelle, il a agi rapidement en vendant des obligations d'État britanniques avant que le marché ne s'effondre. Cette décision stratégique contribue à consolider la réputation de génie financier des Rothschild. Pendant ce temps, James Mayer Rothschild, à Paris, joue un rôle crucial dans le financement du gouvernement français pendant les guerres napoléoniennes. Ses relations avec des personnalités influentes du gouvernement français et son expertise en matière de finance internationale font de lui un atout inestimable. La capacité de James Mayer à obtenir des prêts et à gérer les finances du gouvernement français a permis d'assurer la stabilité de l'économie du pays pendant cette période tumultueuse. À Vienne, Salomon Mayer Rothschild apporte son soutien financier au gouvernement autrichien. Ses relations étroites avec la noblesse autrichienne et sa compréhension des subtilités de la finance internationale lui ont permis d'obtenir des prêts et de gérer efficacement les finances du pays. Les contributions de Salomon Mayer ont permis de soutenir l'effort de guerre autrichien et de maintenir la stabilité dans la région. Karl Mayer Rothschild, basé à Naples, a également joué un rôle dans le financement des nations en guerre. Son expertise en finance et sa capacité à naviguer dans le paysage politique complexe de l'Italie ont fait de lui un conseiller de confiance pour le gouvernement napolitain. Le soutien financier de Karl Mayer a contribué à soutenir l'effort de guerre et à consolider la position des Rothschild en tant qu'acteurs clés de la haute finance internationale. L'implication des Rothschild dans le financement des nations belligérantes pendant les guerres napoléoniennes s'est étendue au-delà de leurs branches individuelles. La famille fonctionnait comme une unité cohésive, partageant les informations et les ressources pour maximiser son impact. Leur réseau de courriers et de pigeons voyageurs leur permettait de transmettre des informations rapidement et en toute sécurité entre leurs succursales. C'est eux qui leur conféraient un avantage considérable dans le monde rapide de la finance internationale. Le soutien financier des Rothschild ne se limite pas aux grandes puissances impliquées dans les guerres napoléoniennes. Ils ont également accordé des prêts et une assistance financière à des nations et à des entités plus petites, étendant ainsi leur influence et leur portée. Leur capacité à naviguer dans les complexités de la politique et de la finance internationale les a rendus indispensables aux gouvernements et aux institutions. Alors que les guerres napoléoniennes touchent à leur fin, l'implication des Rothschild dans la haute finance internationale ne cesse de croître.
Leur expertise financière et leur vaste réseau leur permettent de façonner l'économie mondiale et d'exercer un contrôle significatif sur les gouvernements et les institutions. Après avoir triomphé dans le monde de la banque, la famille Rothschild s'est attachée à diversifier ses investissements et à étendre son influence à divers secteurs d'activité. De l'exploitation minière à l'immobilier en passant par l'assurance, les Rothschild ont laissé une empreinte indélébile sur le paysage économique du XIXe siècle. Au fil du XIXe siècle, le groupe Rothschild a connu une transformation remarquable, étendant ses activités et son influence à travers les continents. L'engagement de la famille en faveur de l'excellence et sa capacité à naviguer dans des paysages financiers complexes l'ont propulsé au premier rang de l'industrie bancaire, consolidant sa position de puissance mondiale. Tandis que N.M. Rothschild & Sons prospère à Londres, un autre chapitre de l'histoire des Rothschild se déroule en France. La branche française de la famille, connue sous le nom de Paris-Orléans, a commencé son parcours en tant que compagnie ferroviaire au XIXe siècle. Cependant, elle s'est rapidement transformée en une société holding pour les activités bancaires et les investissements de la famille. Les Rothschild français ont joué un rôle important dans le financement de l'achat par le gouvernement britannique d'une participation majoritaire dans le canal de Suez. Cet investissement stratégique a non seulement mis en évidence les prouesses financières du groupe Rothschild, mais a également consolidé leur position en tant qu'acteurs clés dans les affaires internationales. Leur implication dans le projet du canal de Suez leur ouvre de nouvelles opportunités et accroît leur influence dans le monde de la finance. Tourné vers de nouveaux horizons, le groupe Rothschild s'aventure dans le domaine du développement des infrastructures. Il investit massivement dans les chemins de fer, conscient du potentiel de croissance et de prospérité économique qu'ils représentent. Ces investissements ont non seulement contribué à l'expansion des réseaux de transport, mais ont également offert au groupe Rothschild des opportunités commerciales lucratives. L'un des investissements les plus importants réalisés par les Rothschild a eu lieu en Afrique du Sud. Ils ont reconnu le potentiel inexploité de la région, en particulier dans l'industrie minière du diamant. Le soutien financier et l'expertise du groupe Rothschild ont joué un rôle crucial dans le développement des mines de diamants en Afrique du Sud, contribuant à la croissance économique de la région et renforçant leur influence mondiale. Au cours du XIXe siècle, le groupe Rothschild a continué à étendre ses activités et à établir une présence mondiale. Sa culture d'entreprise unique, caractérisée par la discrétion et la fiabilité, attire des clients du monde entier. Les gouvernements et les grandes entreprises font appel à leurs services de conseil et à leur expertise financière, reconnaissant le groupe Rothschild comme un partenaire de confiance pour naviguer dans les complexités du paysage financier mondial. Le siège du groupe Rothschild, situé à Newcourt à Londres, est devenu le symbole de son pouvoir et de son influence. Il a servi de plaque tournante pour leurs opérations, un lieu où les transactions ont été faites et les fortunes forgées. La grandeur de Newcourt reflétait le statut du groupe Rothschild en tant qu'institution financière mondiale, suscitant le respect et l'admiration de ses pairs. Cependant, la voie du succès n'a pas été exempte de défis. Le groupe Rothschild a été confronté à des controverses et à des problèmes juridiques tout au long de son histoire. L'un des scandales les plus notables concerne une fraude financière commise par l'un de ses employés, qui a terni la réputation de la banque. En outre, des litiges ont éclaté au sujet de l'utilisation du nom Rothschild, qui était devenu synonyme de pouvoir et de richesse. Ces dernières années, le groupe Rothschild a été accusé d'avoir enfreint les règles de lutte contre le blanchiment d'argent dans la tristement célèbre affaire 1MDB. Rothschild Bank AG, une filiale de Rothschild & Co., a enfreint les règles de lutte contre le blanchiment d'argent dans l'affaire 1MDB, selon les procureurs suisses. En juillet 2018, l'autorité suisse des marchés financiers FINMA a conclu la procédure finale relative à 1MDB, dans laquelle Rothschild Bank AG et sa filiale Rothschild Trust AG ont été reconnus comme ayant gravement enfreint les règles en matière de blanchiment d'argent dans le cadre de 1MDB. Dans le cadre de ces scandales, des milliards de dollars ont été détournés du fonds souverain au profit de fonctionnaires corrompus. Ces défis ont mis à l'épreuve la réputation de la banque, mais elle est restée un acteur de premier plan dans le secteur financier mondial, connu pour ses services de conseil et son expertise en matière de gestion de patrimoine. Malgré les controverses, l'héritage et l'impact du groupe Rothschild sur le secteur bancaire sont indéniables. Son engagement en faveur de l'excellence, sa perspicacité financière et sa capacité à s'adapter à l'évolution du monde lui ont permis de prospérer pendant des siècles. Le groupe Rothschild continue d'être une force avec laquelle il faut compter, façonnant le monde de la finance et laissant une marque indélébile sur la scène mondiale. Depuis la fin du XIXe siècle, la famille a adopté un profil public discret, faisant don de nombreux domaines célèbres, ainsi que de grandes quantités d'œuvres d'art à des œuvres caritatives et évitant généralement l'étalage ostentatoire de sa richesse. Aujourd'hui, les entreprises Rothschild sont plus modestes qu'elles ne l'étaient au XIXe siècle, bien qu'elles couvrent un large éventail de domaines, notamment l'immobilier, les services financiers, la polyculture, l'énergie, l'exploitation minière, la viticulture et les organisations à but non lucratif.
C'est ainsi que la richesse de la famille Rothschild s'est constituée et continue de s'accroître à ce jour. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur les boîtes qui apparaissent sur votre écran pour regarder des contenus similaires.